Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de cette saison hors série d'Amis consacrée au pire récit initiatique féminin de l'histoire, de la littérature et du cinéma, j'ai nommé Twilight. Salut, moi c'est Anaïs et s'il y a des vampires qui nous écoutent, vraiment je suis candidate. Je me porte volontaire, venez me chercher, venez me mordre. En plus j'ai déjà plein d'attributs qui marcheraient pour être une vampire. Donc, comme quoi? J'ai les yeux un peu jaunes quand il pleut. C'est vrai. Et je suis pas végétarienne. Et c'est tout. C'est ça. Ok, c'est déjà pas mal. Et moi c'est Marie et je vais aller regarder Hunger Games ce soir pour purger ce marathon Twilight. Cette semaine, on a regardé le 5e et dernier film Twilight, 1h50 d'absurde, avec un tour du monde des vampires, des effets spéciaux dignes d'une reconstitution d'époque dans une émission de Stéphane Bern, et des dialogues aussi pétillants qu'un verre de coca resté 5 heures au soleil. Bienvenue donc dans Amis, saison 2, chapitre 5, Décapitation. On a quitté Bella alors qu'elle venait de se briser la colonne vertébrale avant de mourir dans d'atroces souffrances, avant de se transformer enfin en vampire. Ce dernier film s'ouvre donc sur les pupilles rouges de l'héroïne. Anaïs, tu vas nous résumer les événements de ce chapitre final en 30 secondes. Tu l'as dit, après s'être cassé le dos et être morte aussi, Bella ressuscite, elle n'a plus mal au dos, et ça y est, c'est une vampirette. T'imagines si elle avait été tournée en vampire et qu'elle était à angle... C'est clair, à angle droit. Salut. Coucou, c'est moi. Et alors qu'elle avait passé les 4 films précédents à être une bisu, il faut le dire, ça y est, c'est une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui répond au nom de Bella. Elle fait trembler tous les villages. Les gens se disent, méfie-toi de cette fille-là. C'est un phénomène, elle n'est pas humaine. Bref, je vais pas vous faire toutes les paroles, je ne sais pas si Maître Gims est fan de Twilight, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Bella est enfin devenue badass, elle court hyper vite, elle sait se battre, bref, elle est aussi puissante que l'idéologie de droite en France. Jacob, lui, est toujours amoureux de la fille de Bella qui, pour rappel, est un bébé qui vient de naître et qui, malheureusement, s'appelle toujours Renesmee. Renesmee qui grandit plus vite que le trou de la sécu puisque en quelques jours, elle a déjà 12 ans. C'est génial. Et sinon, côté intrigue, en gros, pendant tout le film, on assiste à une cousinade de l'enfer avec des vampires du monde entier qui viennent rendre visite aux Cullen. Et à la fin, il y a une bataille incroyable avec des scènes d'action de fou et des rebondissements dignes du meilleur Game of Thrones. Ouais. Voilà. Ok. Après le sommet du film précédent, on redescend quand même un peu dans ce film-là. Hein. Je sais pas si t'es d'accord. T'as pensé quoi de ce film ? 85% à chier, 15% génial. C'est un bon résumé. Voilà, et toi ? 95% à chier, 5% génial. Ok. On va voir si c'est le même pourcentage. Bon, comme tu l'as dit, le film s'ouvre sur Bella qui renaît de ses cendres. Enfin, pas de ses cendres. Qui renaît de son lumbago. Exactement. Et la première chose, c'est qu'elle voit tout en 3D. C'est génial. Dont On voit tous tout en 3D, non ? Oui. C'est pas comme ça. La vision, c'est pas en 3D. Si, mais j'ai pas trop suivi en sciences à l'époque, mais... c'est vrai. Ouais, mais elle voit en super 3D, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Elle voit en IMAX. Oui, voilà, exactement. En IMAX. Mais surtout, elle s'en fout de sa fille. Elle a tout de suite la dalle. Elle a très, très faim. Et donc, Édouard l'emmène chasser dans les bois. Et là, on a le droit à des gros plans sur les moustiques et les libellules et les poussières et la lumière. Et ça nous a fait dire quand même que ça ressemblait un peu au récit qu'on avait reçu de certaines expériences sous substance. Waouh. Moi aussi, quand j'ai pris des champignons, ça m'a fait pareil. En vrai, j'ai pas pris des champignons, maman. Mais on m'a raconté que c'était exactement ça. Elle est rigolote. C'est vrai que selon les descriptions, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, c'est ça. Bah là, en plus, on est en caméra subjective. On est vraiment dans le point de vue de Bella. Donc, tout à fait, belle analyse. Après cette expérience, donc IMAX, et non pas 3D, on plonge maintenant dans un documentaire animalier où on observe Bella en train de surveiller ses proies avant de les attaquer. Ça nous a vraiment fait penser au documentaire de David Attenborough, qui est le maître du documentaire animalier sur la BBC. On dirait BBC World, quoi. Planet Earth. The vampire exists in its environment. Right now, he's smelling a human. Magnifique accent, Marie. Merci. Pratiqué pendant des années en regardant Harry Potter et David Attenborough, que j'adore. Donc Bella est en train de chasser, mais d'un coup, elle est déconcentrée. Elle n'observe plus la biche parce qu'elle sent un être humain qui est en train d'escalader une falaise près de là. Et d'un coup, il se coupe et il commence à saigner. Et là,
ni une ni deux. Bella part et elle va chasser l'être humain parce qu'elle a trop la dalle. Donc elle part à toute vitesse et elle commence à grimper la falaise. Et Anaïs, tu y as vu un parallèle avec ton propre destin manqué de végétarienne. Ouf. Ça, c'est moi quand j'essaie d'être végétarienne, mais qu'on m'amène du foie gras. J'essaye, hein, vraiment. Vous savez pas comment j'essaye. C'est trop dur. Bon, heureusement, Édouard l'arrête à temps. Elle ne tue personne parce que sinon, ce serait beaucoup trop gris moralement pour ce film, voire noir moralement pour ce film. Et elle... Ça aurait été tellement mieux, n'empêche. Bah oui, ça aurait été beaucoup mieux. Si elle avait dévoré un mec dans la scène d'ouverture, quoi. Mais c'est tout le problème avec ce film, on y viendra. Mais du coup, elle s'attaque à un lion de montagne, même pas à une biche, parce qu'une biche, ce serait trop cruel de voir ça. Elle s'attaque à un prédateur. Donc franchement, bon, son premier repas est hyper déontologique, quoi, hyper éthique. Ce dont il faut parler quand même, c'est Renesmée, qui est le nouveau personnage de cet épisode. Et bon, il y a des gros problèmes avec Renesmée parce qu'ils ont voulu la faire passer pour un être magnifique et surnaturel et ils ont utilisé pour ça des effets spéciaux d'un niveau de très basse qualité, je dois dire, franchement. C'est ça, en fait, on dirait un deepfake, si vous voyez un peu les deepfakes qui circulent actuellement sur Internet. Le principe de Renesmée, c'est que, comme tu l'as dit, elle grandit très vite. Et du coup, pendant la moitié du film, on a droit, en fait, à plusieurs étapes de sa croissance à travers ces effets spéciaux. On dirait un projet Pixar. C'est ça. Mais hyper loupé, quoi. Ouais, voilà, c'est tous les brouillons. De fin d'études de quelqu'un qui veut travailler chez Pixar. C'est ça. Mais ça nous a fait beaucoup réagir pendant notre visionnage. Attends de voir le bébé, c'est incroyable. J'avais oublié. Ouais, non mais... Never forget. Non mais même en never forgettant, il va vraiment ce qu'il t'attend. Oh mon Dieu, quelle horreur! Oh là là, ça va pas du tout. Oh putain. En plus, la petite, elle est mignonne. En vrai, je sais pas pourquoi ils ont essayé de lui changer. Ouais. C'était pour la rendre un peu surnaturelle, mais juste fait du maquillage, quoi. C'est clair. Une analyse très poussée. Non, mais clairement, rien ne va. Gros problème. Je comprends pas parce qu'avec le budget qu'ils avaient, quand même, ils auraient pu faire un truc un peu mieux, quoi. Ou même prendre des vrais bébés. Ils prennent des vrais humains qui prennent un vrai bébé et qui lui mettent un peu le talc. C'est vrai, mais en même temps, quand tu vois... Les bébés, c'est très compliqué au cinéma. Il y a beaucoup d'exemples de bébés ratés. Dans American Sniper... Bah voilà, c'est ça. Dans American Sniper, qui est un film plus récent et qui est pour le coup archi-réaliste, il y a Bradley Cooper qui tient un poupon. Un poupon, voilà, inanimé. Et en fait, on le voit, c'est avec son pouce qu'il active, on dirait un marionnettiste, quoi, qu'il active un peu les mouvements de tête du bébé. Et ça se voit, c'est hyper visible. Enfin, c'est un film sérieux de Clint Eastwood qui est sorti bien après Twilight. Donc, ça me surprend pas trop, mais c'est vrai que c'est très drôle. Et les pauvres, ça a très très mal vieilli. Surtout, je les imagine en train de jouer ces scènes avec... je sais pas ce qu'ils avaient. Je sais pas s'ils avaient comme... tu sais, ton truc où tu te grattes le dos avec ta main de crocodile. Tu leur caressais le visage. En même temps, c'est comme Daenerys qui essaye de caresser ses faux dragons alors que c'est des espèces de sacs de patates. C'est compliqué ce genre d'effets spéciaux, mais bon, voilà. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. La meilleure intrigue qui est liée à Renesmée, quand même, c'est que, bon, Jacob est tombé amoureux d'elle. C'est très dérangeant, hein, on va dire ce qui est, parce que c'est un peu de la pédophilie. Soyons honnêtes. Tout à fait. Mais on essaie de nous vendre ça comme quelque chose de normal, mais quand même, Bella ne le prend pas très bien au premier abord, ce qui est normal. Le truc qui n'est pas normal, c'est qu'après, elle l'accepte très très vite. Mais au début, on a quand même droit à quelques scènes où Bella bisute Jacob, et en plus, comme elle est très forte maintenant, c'est hyper jouissif. C'est génial, elle le défonce. Tu t'es imprégné de ma fille? C'est totalement involontaire. C'est qu'un bébé! Il s'agit pas de ça. Tu crois qu'Edouard m'aurait épargné si c'était le cas? Je délibère toujours. Je l'ai tenue une fois dans mes bras. Une seule fois, Jacob. Et tu crois déjà avoir sur elle un stupide droit de propriété bestiale? Elle est à moi! Ne t'en approche pas, compris? Tu sais que c'est impossible. Retiens-la, Edouard. Il a dit que ça allait. On a adoré, mais c'est vrai qu'on s'est dit quand même que c'était hyper relou pour elle d'avoir quelqu'un qui s'occupe de son enfant à sa place, quoi. Tellement relou, t'imagines, t'as un enfant et là t'as un mec random. C'est clair. Un de tes potes qui est là, non, je le quitte plus. Hein, c'est clair. C'est ma future femme. Tu l'as tenu un peu trop longtemps là. Ouais, ce qui est génial, c'est juste de la voir lui mettre une raclée parce que en fait, elle le chasse carrément de chez elle. Et elle le jette par terre et c'est très très drôle. Surtout la première fois qu'elle voit, elle lui dit « C'est vrai que tu pues, c'est infect. » C'est tellement génial de voir Jacob enfin se faire bisuter. Ouais, je suis pour le Jacob bashing, qu'on continue. Grave. Si tout le film était ça, ce serait génial.
Le bon point aussi de ce film, c'est les 5% qui fonctionnent, c'est que Bella et Edward couchent enfin ensemble. Ils avaient déjà couché ensemble dans le film précédent, mais si vous vous souvenez, ça avait mené à beaucoup de bleus et de douleurs pour Bella et surtout à une grossesse vraiment traumatisante. Ouais. Tandis que là, ils arrivent à s'amuser, il n'y a pas de problème de contraception parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire et ils sont à force égale. Donc, on a droit à une scène de sexe qui est quand même très posée, mais que tu as trouvé un peu... Non, mais disons qu'on voit rien, on voit pas, évidemment, c'est pas graphique, on C'est très voit Hollywood, pas de... Voilà, on ne voit pas de membres. On ne voit pas de partie du corps qui choquerait une jeune fille de 10 ans. Mais il y a quand même des gros plans sur Edward en train d'embrasser goulûment des parties du corps de Bella. On sait même pas trop quelle partie du corps, Son si c'est son cou, sa jambe, on sait pas trop. C'est tellement zoomé qu'on voit pas en fait qu'est-ce qu'il Oui, embrasse. Du coup, c'est ce genre de moments-là qui m'ont fait penser que quand même, je sais pas, ils sont allés loin. Vampires don't sleep. Ouais, mais ils can. It's not intended for sleep. Ah putain, on est chiante. Wow. C'est osé là. Hein, on essaie olé olé quand même. Hein. Oh, sexy. Tellement pathétique. C'est clair. On a 2 ans d'âge mental. C'est clair. Non, mais franchement, c'est sympa. Et surtout, c'est sympa de voir une scène de sexe sans bleu et sans dos qui se casse. Bah oui, tout à fait. Ça devrait pas être aussi difficile à obtenir, mais C'est ça, dans ça les devrait films pas être le Twilight, standard. voilà exactement. Mais dans les films Twilight, ça l'est. Mais bon, surtout tu l'as dit au début, Anaïs, tu as envie d'être un vampire, et l'une des raisons pour lesquelles tu as envie d'être un vampire, c'est cette scène et leur vie sexuelle. On va t'entendre. C'est mon rêve. Putain, on a passé 10 ans, on pouvait pas s'arrêter de baiser, quoi. Vraiment, c'est ton rêve. Pendant 10 ans, mais non-stop. Mais c'est horrible. Quelle horreur. Tu fais rien d'autre que ça? Rien d'autre. Désolée maman pour ce pour ce passage. Non mais en fait, en gros, Bella a tout le temps la dalle de plein de manières différentes puisqu'elle veut bouffer des guépards, mais elle veut aussi se taper Edward en permanence. Et elle lui dit est-ce qu'à un moment ça va s'arrêter? Et il lui dit non. Emmett et Rosalie, quand ils se sont mis ensemble, on pouvait pas les décoller. Ils ont couché ensemble pendant 10 ans. Et je trouve ça assez génial. Juste ce niveau de passion qui dure une décennie. Je sais pas, je trouve ça stylé. Mais bon, c'était pour la blague, hein. Je suis pas très sérieuse en vrai. Netflix, ça me va très bien aussi. Ok. Bon, tout n'est pas parfait quand même. Il faut parler. Et non. Bah oui, parce qu'elle s'est transformée en vampire et quand elle s'est transformée en vampire, elle savait qu'elle allait devoir dire au revoir à sa famille. Et Charlie appelle, il est inquiet pour sa fille et finalement, toi, tu t'es un peu demandé ce qui allait se passer avec Charlie. Tu ne savais pas, parce que tu ne te souviens absolument pas du film. Bah oui, parce que c'est horrible. Et je me disais, non, mais on va vraiment juste passer l'éponge sur le fait qu'elle va plus jamais revoir son père. Son père qui est trop choupi, qui est hyper inquiet pour elle parce qu'il l'a laissée en sachant qu'elle avait des problèmes de santé, qu'elle était maigre, tout ça. Il savait pas qu'elle était enceinte d'un démon. C'est horrible de terminer là-dessus. Donc j'essayais de trouver un peu quel stratagème ils allaient utiliser pour qu'elle puisse revoir Charlie. Mais à la fin, ils vont trouver un moyen, non? Je veux pas te dire. Je crois qu'ils vont trouver un moyen. Elle va transformer toute sa famille en vampire pour vivre avec eux jusqu'à la fin des temps. Oui, voilà. Il y a un truc comme ça, non? Je sais qu'il y a un truc. Parce que sinon, ce serait trop dark, ils peuvent pas. Non, c'est bien. Anaïs, si elle était vampire, elle transformerait toute sa famille en vampire. Après, elle C'est irait ça. ken pendant 10 ans avec quelqu'un. Exactement. Et après, j'irai faire que bouffer. Voilà, beau programme. Ouais. Bon, c'est pas ce qui se passe au final. Au Charlie- final, c'est nul. Mais oui, c'est nul, mais c'est le problème de ce film, on va y revenir, mais le problème c'est que tous les moments qui devraient être des sacrifices pour elle s'avèrent n'être pas du tout des sacrifices, c'est-à-dire que tout se résout très facilement. Au final, Jacob fait un striptease devant Charlie et se transforme en loup, et ça nous a fait dire quand même que ça aurait été bien si Jacob avait imprinté sur Charlie, en fait. Mais ça aurait, tellement. Ça aurait été un meilleur film. Franchement, moi, je stan.
Jacob et Charlie. Mais du coup, Charlie voit que Jacob est un loup-garou et Jacob lui dit « Tu vas voir, Bella, c'est un autre deal, mais elle aussi, elle est bizarre, quoi. » Et Charlie rencontre Bella. Bella ne devrait pas pouvoir le rencontrer parce qu'elle devrait avoir envie de le bouffer, mais elle a un contrôle sur elle-même incroyable. Et donc, elle arrive à voir son père, elle arrive même à lui faire un câlin et tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoi. Mais surtout, le pire, c'est que c'est totalement éludé, c'est-à-dire qu'il voit Jacob, qui connaît depuis l'enfance, se transformer en loup-garou. Il sait que Bella, c'est pas ça, mais à aucun moment, il lui demande qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui lui est arrivé. À aucun moment, elle lui dit qu'elle est vampire. Mais non, c'est trop chelou. Elle lui dit qu'il peut pas lui poser de questions. Et Jacob lui dit la même mais chose. il l'accepte avec énormément de facilité. Ah oui, on est d'accord. Enfin bon, il avait déjà accepté que sa fille se remette avec un mec qu'il avait abandonné et l'a poussé au suicide pendant un an. C'est ça. Qu'elle hurlait dans son sommeil et qu'elle arrivait avec des bleus. Il a accepté qu'elle épouse ce même mec à l'âge de 18 ans. Il a accepté qu'elle disparaisse pendant des mois sans lui laisser de nouvelles. Et là, il accepte, parce que du coup, elle lui présente quand même Renesmée, et il accepte l'explication toute pourrie où elle lui dit qu'en fait, c'est la nièce d'Edouard qu'elle a adoptée. Non, mais il comprend parce qu'il dit elle a tes yeux. Donc il comprend ce que c'est. Ouais. Surtout, au fur et à mesure du film, il va revoir Renesmée plusieurs fois. Et Oui, c'est 4 semaines plus tard. Et elle a 12 Renesmée ans. a 12 ans. Et il lui dit « Ouh, t'as grandi depuis la dernière fois qu'on t'a vu !» Donc il comprend. Il est pas con, mais il ne pose pas de questions. On passe à la tension, justement, qui devrait être la tension centrale de ce film, puisqu'en fait, une cousine d'Alaska descend, elle voit Renesmée en train de jouer avec un flocon de neige, et elle se dit « Ah, cet enfant n'est pas naturel ». Du coup, elle va chez les Volturi, je la fais courte. Hein. Elle va chez les Volturi, et elle leur dit... Les Volturi qui sont les rois des vampires, on Voilà. rappelle. Et elle leur dit, ils ont créé un immortel. Les immortels, c'était des enfants trop mignons, mais qui tuaient tout le monde. C'est génial. J'adore, c'est ce film que je veux voir, Ouais. en fait. Et elle leur dit, ils ont créé un immortel, c'est contre nature. Et donc, les Volturi ont enfin une raison pour aller défoncer les Collins. Les Collins apprennent que les Volturi vont arriver. Du coup, ils mobilisent tous leurs amis à travers le monde, tous les vampires qu'ils connaissent et avec qui ils sont potes, pour venir les soutenir, en fait. Et donc là, on a le droit à un tour du monde, du vampirisme. Et on a des vampires qui viennent d'Irlande, des vampires qui viennent de Roumanie ou d'Europe de l'Est, on sait pas trop. Des vampires... Ils ont des accents comme ça, ils parlent un peu comme les vampires. Oui, voilà, ils ont des très beaux accents russes, ils font... C'est horrible. C'est horrible, et les Irlandais ont vraiment des accents, mais on va écouter. He didn't win that one on his own. We're talking battles, we're talking 11 years war. No one does rebellion like the Irish. You lost the 11 years war. Ouais. Ils ont vraiment pris le premier roux qui venait de l'Ohio, tu sais. On va te filer un blouson vert et puis ça fera l'affaire. On sent qu'ils ont fait le casting au centre commercial local. C'est clair. Ils ont dit, toi, t'es roux, vas-y, viens. Les Roumains, pour revenir à eux, parce que je crois qu'ils sont Roumains, en fait. Bon, ils sont vraiment Ah ouais. horribles. Ouais, parce qu'à un moment, ils disent dans nos châteaux en Roumanie, mais tu sais, c'est un clin d'œil à Dracula, Ah je oui, crois. ouais, Voilà. bah oui. Et bon, ils ressemblent un peu à Oncle Fétide et Gollum, donc c'est un peu le duo choc. C'est clair. Mais il y en a d'autres aussi, et surtout, ça donne l'occasion à des super guest stars qui t'ont vraiment enthousiasmé. La première, c'était Lee Pace, qu'on voit en fait dans le générique, et quand on a vu le nom de Lee Pace dans le générique, tu étais déjà complètement folle. Oui, Lee Pace qui a joué dans beaucoup de séries, notamment Halt and Catch Fire, qui est une de mes séries préférées, qui joue aussi dans Le Hobbit, qui a les cheveux longs et blonds, et qui joue aussi dans Pushing Daisies, et qui a des sourcils taillés par les dieux, et qui est vraiment mais magnifique. Et donc quand je l'ai vu, j'étais trop contente. Lee Pace! Oh, Lee Pace! Bon, ça, c'était juste le générique, et on va t'entendre quand tu le vois pour la première fois. Oh, qu'il est beau! Et puis, Lee Pace, il faut savoir que dans le film, il trouve une meuf qui est une blonde. Qui est une cousine des Cullen. Voilà, aussi d'Alaska. Bah, ils se mettent tout de suite en couple, et ça t'a beaucoup enthousiasmé. En fait, ce qui est génial, c'est que tous les vampires ont un pouvoir différent, et elle, son pouvoir, c'est qu'elle électrocute les gens en les touchant. Et donc, en fait, tout de suite, j'ai compris que ça allait être un gros kink pour le personnage de Lee Pace, qui veut trop se faire électrocuter. Et du coup, elle le touche, il est électrocuté, et il est là, waouh! Et tout de suite, il a le coup de foudre, littéralement, pour elle. Et donc ça m'a vraiment beaucoup enthousiasmée, ouais. Well, your voltage has been exaggerated. Maybe it only works on the weak. Ils vont niquer, eux. Ah, j'adore. Garrett, I wouldn't. An amazing woman. Ah, j'adore. Je veux un film sur eux. You guys can do some serious damage, C'est trop bien. which is why you have to control your face. Je veux tellement électrocuter Lee Pace. Chacun ses kinks.
Encore une fois, tu ne savais pas qu'ils allaient finir ensemble et qu'ils allaient niquer parce que tu ne te souviens de rien. Non, vraiment, mais c'est génial. En fait, je suis tellement contente d'avoir aucune mémoire parce que j'ai vraiment redécouvert les films. Et ouais, à part le fait qu'elle se rase les jambes et qu'elle sent mauvais dans le premier film, je me souvenais plus de rien. Et d'ailleurs, il y a un autre moment où tu as cru que ça allait être Lee Pace parce que tu ne te souvenais pas. Et en fait, c'est pas Lee Pace, c'est Rami Malek. Ah, c'est Lee Pace. Ah! Quelle horreur. Maintenant, je peux plus l'imaginer sans son dentier de Freddie Mercury. Moi, je veux voir Lee Pace. Tu vas le voir, Une petite fixation sur Lee Pace, j'ai l'impression. Ouais, franchement, la déception quand tu t'attends à voir Lee Pace et à la place, t'as Rami Malek qui fait littéralement la moitié de sa taille. Donc, pour resituer, Rami Malek, il était connu pour avoir joué dans Mr. Robot et récemment, il a gagné un Oscar. C'est le pauvre, hein, c'est notoire. Il a gagné un Oscar pour le pire rôle de l'histoire du cinéma. Il a joué Freddie Mercury avec un dentier dans Bohemian Rhapsody, qui est un film, mais imbitable. En fait, j'ai perdu tout respect pour Rami Malek après ce film et donc là, c'était vraiment compliqué et il aide pas les choses parce que son pouvoir, c'est d'avoir du feu au bout des doigts et donc en fait, il lève le doigt et il a une flamme qui sort et c'est un peu naze. Et pendant le film, t'étais assez enthousiasmée par ça. C'est vrai que c'est hyper pratique quand t'as perdu ton briquet. Et puis juste, il a une tête un peu Rami Malek, il a l'air... il a les yeux écarquillés tout le temps, enfin il a des très grands yeux et donc il a l'air hyper impressionné par son propre pouvoir. Enfin juste, je sais pas, ça fonctionne pas trop. Bon, c'est vrai que ça devient une espèce de colonie de vacances en fait de vampires chez les Collins. Il joue de la guitare au coin du feu. Non, c'est ça. Mais on se demande un peu ce que font les vampires de leur journée en fait quand ils vont pas au lycée pour la 40e fois. Et ils ont pas trop de conversation. C'est un peu... ils se regardent les uns les autres en train de jouer aux échecs ou des choses comme ça, mais ils ne parlent pas. Je pense que c'est parce que c'est un peu comme toi et moi. Après 10 ans d'amitié, c'est qu'ils ont plus rien à se dire. Mais on parle tout le temps. Mais imagine si on était immortels toutes les deux. Imagine dans 2 siècles. Tu crois qu'on a encore des choses à se dire? Ouais. Il y a une logique dans le fait que c'est des vampires et qu'ils s'emmerdent. Ils ont plus rien à faire parce qu'ils ont déjà tout fait. Oui, mais en fait, là, t'es en train de trouver une explication à juste le fait que ce film est mal écrit et qu'ils n'avaient pas de talent pour les dialogues et que donc ils ont décidé de ne pas avoir de dialogue. Bah oui, parce qu'à chaque fois qu'ils parlent, c'est un massacre, donc voilà. Il vaut mieux pas qu'ils parlent. Mais du coup, c'est vrai qu'ils sont 15 dans le salon. Il y a Édouard qui joue au piano, il y en a 2 autres qui sont en train de jouer aux échecs, et les autres, en fait, sont en couple, en train de se fixer et d'échanger des regards hyper mornes. Juste, ils passent leur journée à être assis sur des canapés, alors que, je sais pas, moi, je serais vampire, mais j'étudierais des trucs différents tous les ans, je serais archéologue pendant 3 ans, après je serais, je sais pas, pompier mais là, la pendant charge 2 ans. mentale, on dirait les gens qui ont voulu faire du levain pendant le confinement. En fait, moi, je suis team les vampires qui, en fait, juste sont assis sur le canapé toute la journée. On pensait tous qu'on allait faire des trucs incroyables pendant le confinement et en fait, on n'a rien fait. Mais on était en imagine, jogging pendant 3 mois. Donc, t'es en vie pour l'éternité et tu ne fais rien, t'es assis sur un canapé, mais c'est l'enfer total. Ouais, je sais pas. C'est mon idée de l'enfer. Mais en même temps, ils sont maudits, donc c'est peut-être l'enfer. En fait. Bah ouais, c'est ça, c'est une malédiction pour eux. Exactement. On en arrive au conflit final qui tourne complètement autour de Renesmee parce qu'on l'a dit, les Volturi vont venir pour s'en prendre à elle parce que c'est une immortelle. Jasper et Alice partent. On ne sait pas pourquoi ils sont partis, mais surtout Renesmee ne comprend pas trop pourquoi ils sont partis non plus. Déjà, elle devrait se demander pourquoi elle a 15 ans alors qu'elle est née hier. Mais je sais pas, il y a des priorités dans les interrogations. Et comment elle a fait pour apprendre à parler? C'est clair. Mais du coup, elle demande à sa mère pourquoi Alice et Jasper sont partis. Non, ils sont partis à cause de toi, ma puce. T'arrêtais pas de leur toucher la joue, ils en avaient marre. Oui, parce qu'il faut préciser que Renesmee, elle sait parler, mais elle a quand même trouvé un autre moyen de communiquer, parce qu'apparemment, ça l'a fait délirer. C'est qu'elle met sa main sur la joue des gens et elle communique par la pensée avec eux. Mais elle sait parler, donc je vois pas l'intérêt, en fait, parce qu'elle leur pose des questions, elle leur met la main sur la joue et elle leur dit pourquoi ils sont partis. Mais en fait, mais elle leur peut fait le dire. voir des choses aussi. Il y a beaucoup de moments dans le film où juste Bella répond à l'oral en lui disant ils sont partis à cause de ça, alors qu'elle lui a juste mis la main sur la joue. Ça n'a aucun sens. Peut-être que l'actrice avait pas trop bien joué. Ouais, c'est ça. Ils lui ont dit non, mais c'est ça, touche-les, ça ira plus vite. On en vient à l'affrontement final, qui se passe sur une grande plaine, un peu comme une bataille dans Game of Thrones ou dans Guerre épée, de référence. Ouais, voilà. Où d'un côté, il y a les Volturi avec leur cap, et de l'autre côté, il y a les Collins et tous leurs alliés. En fait, il y a genre 40 personnes sur cette plaine, mais on va avoir droit à une bataille épique. C'est les 15% génialissimes de ce film. Anaïs je vous préviens tout de suite. Était extrêmement enthousiaste, sûrement parce qu'elle ne se souvenait de rien. C'est ça, j'étais survoltée.
Vraiment. Waouh. Oh, c'est trop stylé, ça. Ça, c'est vachement stylé aussi, regarde. Waouh. Putain, j'adore. Waouh. Hyper stylé. Je sais même pas pourquoi, j'étais survoltée à ce point, mais je trouvais ça vraiment génial. J'étais hyper cliente. Et vraiment, merci, parce que Marie a compris que je comprenais rien et que je me souvenais de rien. Mais tu m'as pas du tout spoilé. Non. Et tu m'as laissé profiter à fond du spectacle. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'expérience a été si belle. C'est parce que vraiment, je l'ai redécouvert comme au premier jour. C'était génial. Parce qu'il y a 3 morts majeures, il faut le dire, dans cette bataille. Tout à fait. La première, c'est Carlyle. Le père de Le père Edward. d'Edward, tu l'as très mal vécu. Oh non! Carlyle! Oh, je suis hyper choquée. Oh, c'est horrible. Non! Oh. C'est stylé ça quand même. J'en reviens pas que tu te souviennes pas en fait. Mais moi non plus. Mais je précise, on n'avait pas du tout bu. Hein. On était 100%, Ah oui. 1000% sobre. Mais je sais pas, j'étais Je sais hyper pas si choquée. tu devrais préciser ça. Je plaisante. Mais la pire mort, c'est pas celle de Carlyle, c'est celle qui vient après. Et je pensais vraiment que c'était fini, quoi. Enfin, que Carlyle, c'était le pire qui pouvait m'arriver. Et en fait, après, il y a mon préféré qui meurt. Et c'est vraiment horrible. Je m'y attendais pas du tout. Vraiment, C'est tu t'y attendais pas. Non. C'est bizarre. Ils vont pas tuer Jaspé. Non. T'arrêtes pas de l'appeler comme ça, Non. Oh, mais non, mais putain, c'est pas possible. Mais c'est quoi ce film? T'es sérieuse là? Putain. Comment j'ai pu oublier ça? Je l'ai vu au cinéma en plus. Jaspé. Jaspé. Ma théorie personnelle sur moi-même, mes réactions, qui vient de se former là à l'instant, c'est que je pense que Game of Thrones me manque. Et que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça où, bah, au final, c'est une saga qui a duré sur plusieurs épisodes où, tu vois, on n'a pas eu Marvel aussi depuis longtemps. Enfin, on n'a pas vu de. Du coup, c'est une théorie sur ton enthousiasme et pas sur ton amnésie. Oui, non, sur mon amnésie, juste ma théorie, c'est que j'étais bourrée à chaque fois que j'ai vu ces films, quasiment tous, même celui que j'ai vu au cinéma, on était allé au bar avant d'y aller, et que du coup, je m'en souvenais plus, et aussi que je m'attache pas aux détails souvent des choses, et que du coup, je retiens que ce que j'ai envie de retenir. Je pense que entre la fin de la dernière phase Marvel et la fin de Game of Thrones, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un spectacle qui s'est construit sur plusieurs épisodes comme ça, où je me suis vraiment attachée à des personnages, et où du coup, leur mort est vraiment ressenti de manière beaucoup plus puissante que juste la mort dans un film. Parce que là, c'est vraiment le dernier volet de plusieurs films. Faut dire qu'il y a une mort que t'as pas du tout ressentie, la pauvre. C'est Esme. Elle a La bien mère. nommé, Voilà. la mère de Edward, qui meurt aussi et tu en avais rien à foutre. Ouais, bah après Jasper et... j'allais dire et Casper. Après Jasper et Carlyle, plus rien ne pouvait m'atteindre. Oh, bon, elle peut mourir, on s'en fout. La meuf, elle a une réplique en 5 films, quoi. C'est l'heure pour ton anatomie d'une scène que tu vas faire justement sur cette bataille et sur ce qui se passe à la fin de cette bataille. Anatomie d'une scène, anatomie d'une scène, anatomie d'une scène. Bon, vous l'aurez compris, on est en plein milieu de la bataille. La bataille finale fait rage. On dirait la bataille des bâtards, tellement c'est tendu, franchement. Je vais pas vous mentir. Et perso, je suis vraiment pas bien parce que tout le monde se fait décapiter. On dirait quand t'as 5 ans et que t'es en train de jouer avec tes Barbies, quoi. Non, mais il y a vraiment beaucoup de décapitations. C'est-à-dire qu'il y a... il y a des gens qui se font démembrer et tout, mais il y a vraiment beaucoup de décapitations. C'est comme ça qu'on tue un vampire. À ce stade, Carlyle est mort. Seth, le petit loup-garou, est mort. Oui, ça hyper c'est trop triste. Jasper est mort. Mais honnêtement, c'est une bataille géniale qui pourrait sans problème être élevée au panthéon des meilleures batailles du cinéma, aux côtés de certains grands classiques comme Gladiator ou La Nuit Rouge. Ouais, j'ai pas peur des mots. Pourquoi c'est une super bataille ? Les enjeux sont très élevés, il y a plein de morts. Le rythme est parfaitement maîtrisé, on ne s'ennuie jamais. Et surtout, la chorégraphie des combats est vraiment impressionnante. On a des coups de pied à l'envers. On a des gens qui font des dérapages contrôlés dans la neige. On a des sacrifices héroïques. On a un mec qui se fait arracher la tête par la mâchoire aussi. C'est vrai. Et on a Alice qui est en mode Trinity dans Matrix, qui arrache des membres à gauche et à droite, telle une ninja, qui est vraiment mais au top de sa forme. Et alors que tout semble perdu, parce qu'il y a quand même beaucoup de morts, à la fin, la team des gentils reprend le dessus. C'est inespéré, c'est comme si Christiane Taubira était élue en 2022. Ou comme si une femme gagnait la Palme d'Or. C'est vraiment... on s'y attend pas.
Bella et Edward font face à Michael Sheen, qui joue donc le roi des vampires. Et là, Edward attrape Bella par le dos et par la jambe. Il la soulève comme dans un match de catch et il la jette. Il la fait tournoyer au-dessus de lui et il la jette sur le roi des vampires, comme un sac à patates. Elle lui grimpe dessus et elle lui arrache la tête avec autant de voracité que moi quand je bouffe des crevettes. C'est génial, c'est violent, il y a des flammes, il y a du sang. Il y a un truc qu'on vous a pas dit, qui est très important, c'est que avant que la bataille démarre, Alice, qui avait disparu, revient et elle montre au roi des Volturi, donc Michael Sheen, une vision qu'elle a eue et qui est censée prouver que la bataille ne devrait pas avoir lieu, que Renesmee n'est pas en danger, que tout va bien, c'est les bisounours, c'est génial. Finalement, ça dégénère, la bataille fait rage, tout le monde meurt. Et là, plot twist, on réalise qu'en fait, toute la bataille qu'on vient de voir depuis 10 minutes, c'est la vision d'Alice, qu'elle a juste montrée au roi des Volturi, et que donc Jasper n'est pas mort. Non, franchement, plot twist brillamment exécuté. Christopher Nolan could never. C'est vraiment, mais génial. Moi, je n'en pouvais plus. Je m'en souvenais pas du tout. C'est génial. Oui, c'est ça. Et franchement, ça prouve que ça marche très, très bien parce que vous allez entendre ma réaction. J'étais survoltée encore une fois. Oh, mais ça, je m'en souviens au cinéma. Tout le monde a applaudi. Ah, c'est trop bien. Oh putain, c'est trop, trop bien. Mais oui, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Lui, il est trop déçu. C'est clair, il voulait grave crever. Est-ce que c'est trop bien, Anaïs? Je crois que c'est trop bien. Personnellement, je trouve ce plot twist génial, mais c'est marrant parce que toi, pas du tout. Non, moi je pense que c'est symptomatique de tout ce qui ne va pas dans ce film et dans toute la saga Twilight en fait, et dans les livres aussi, parce que j'avais eu la même déception quand j'ai lu les livres. En fait, pour moi, quand il y a une épopée, il doit y avoir des vrais enjeux. Et là, il y a une tricherie profonde. Non, mais c'est vrai, je le pense vraiment. Dans le sens où, en fait, déjà, l'espèce de twist où on commence à nous dire que, bon, c'était une vision, ça me rappelle le truc de Dallas qui est devenu très, très célèbre où JR était mort. Et en fait, dans la saison, à la fin de la saison suivante, on se rend compte qu'en fait, toute la saison n'était qu'un rêve et qu'en fait, il était vivant. C'était pour faire revenir l'acteur. Et ça, pour moi, c'est une arnaque totale. Non, mais c'est vrai, on rompt le contrat avec le spectateur. Et pour moi, c'est ce que Twilight fait là aussi, c'est-à-dire qu'on nous donne le spectacle qu'on voulait, mais sans aucun des réels enjeux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune tragédie dedans, on ne perd rien. Et c'est vraiment le problème de ce film, c'est-à-dire que tous les enjeux qui ont été établis depuis le début, Bella était censée, en devenant vampire, renoncer complètement à sa vie d'avant. C'était le sacrifice qu'elle était prête à faire. Elle était censée ne pas avoir d'enfant. Quand elle est tombée enceinte, elle était censée mourir, être dévorée par l'enfant qu'elle avait en elle. Renesmee, ensuite, crée plein de problèmes comme ça. On se dit qu'il va y avoir des deuils, c'est des enjeux qui ont été établis, ça devrait être les résultats. Et en fait, rien de tout ça arrive. Bella aussi, moralement, devait être attirée par le sang humain et avoir des problèmes moraux et peut-être même faire du mal à des hommes. Ça fait partie, en fait, de toutes les tensions qui existent avec son nouvel état et tout ça est enlevé complètement. Il y a une résolution complètement magique où Bella, parce qu'elle a un pouvoir, elle est bouclier, en fait, on nous explique ça, peut se contrôler elle-même, peut contrôler sa propre soif, donc elle peut avoir des rapports normaux avec son père, elle peut avoir des rapports normaux avec les autres êtres humains, elle peut exister normalement, elle est juste beaucoup plus forte et hyper bonne et elle peut coucher avec son mec tant qu'elle veut, et elle a une fille en plus. On nous dit, ça aurait peut-être pu être une tragédie, la petite grandit hyper vite, on pense qu'elle va peut-être mourir très vite. Mais là, à la fin, on nous ramène quelqu'un qui nous dit non, moi, je suis dans la même situation et j'ai 150 ans et j'ai l'air d'en avoir 20. Donc tu comprends que la petite va aussi vivre hyper longtemps. Tout se règle parfaitement. Et pour moi, ça, c'est un énorme problème dans une saga de fantasy, et j'adore la fantasy. Mais quand on regarde, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, quand on regarde Harry Potter ou quand on regarde Hunger Games, qui est une autre saga YA de la même époque que Twilight, chaque héros de ces sagas a perdu quelque chose de profond. Harry a perdu des proches, il est profondément traumatisé, il a aussi vécu des deuils très très profonds. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a plusieurs personnages principaux qui meurent, mais surtout Frodon à la fin est meurtri et ne sera plus jamais comme avant, et on nous le dit clairement, et il part dans le nouveau monde avec les elfes parce qu'il n'a pas pu construire une vie normale, parce qu'il est complètement traumatisé par tout ce qui lui est arrivé. Et dans Hunger Games, elle a aussi un énorme traumatisme et elle a perdu un être qui lui est très très proche. Je vais pas faire de spoiler. Là, je sais un peu qui c'est. Pour rester dans le thème. Grosse surprise. Mais là, en fait, Bella ne perd rien.
Pour moi, c'est du gâchis total. Du coup, il n'y a aucun enjeu émotionnel. Je suis complètement d'accord avec ton analyse, mais pour moi, je suis d'accord sur le côté rationnel, mais je trouve que émotionnellement, ce plot twist là fonctionne très bien. Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a eu aucun enjeu sur ces 5 films, ou en tout cas que tous les enjeux qui devaient être là et qui devaient être un peu compliqués ont été résolus tellement vite qu'au final, il n'y a jamais vraiment eu de tension et que du coup, la saga paraît très légère. Mais c'est aussi pour ça que justement, moi, ce plot twist, je l'ai adoré à la fin parce que, bon, déjà, de toute façon, elle n'aurait pas perdu grand-chose elle-même parce que c'est, Carlyle et Jasper, tu vois, c'est pas sa famille, de toute façon, on s'en fout. Mais c'est totalement en accord avec ce que j'avais appris à attendre de Twilight jusqu'ici, c'est-à-dire que c'était le dernier film. Comme on m'entend le dire dans l'extrait, je l'ai vu au cinéma aux États-Unis et c'était vraiment génial. Tout le monde, les gens se sont levés, les gens ont applaudi en chœur. Et tu as oublié. Mais parce que moi, je me souviens de l'expérience, je me souviens pas des détails. C'était vraiment génial comme moment et là, je l'ai revécu une deuxième fois en revoyant le film avec toi. Où sur le papier, ouais, je suis d'accord. En fait, j'aurais eu un sens de, je sais pas, de gravitas beaucoup plus profond si à la fin on avait perdu des personnages principaux dans le film. Mais les 4 films précédents, au final, il n'y a jamais eu aucune perte. Bah, ça me choque pas et je trouve que juste c'est un stratagème qui est cheap. Et c'est sûr que c'est de la triche, mais en même temps, ça me donne une satisfaction immédiate. Et en fait, c'est ça que j'attends de Twilight, c'est-à-dire que ce sera pas une œuvre qui va me hanter, tu vois, que je vais garder, alors que parfois, un deuil dans une saga, ça peut être hyper profond et ça peut être quelque chose qu'on va garder après avec soi. Mais là, pour moi, c'est juste sur le coup, je suis là, waouh! Et c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que j'attends de Twilight, en fait. Cette espèce de gratification immédiate où je me dis, ah putain, c'était malin, je m'y attendais pas du tout, j'ai été surprise, on m'a tiré le tapis de sous les pieds et ça fonctionne hyper bien. Et par ailleurs, je pense aussi que sur la fantasy, je suis complètement d'accord avec toi, mais au final, dans les 3 exemples que tu as cités, les enjeux ont toujours été beaucoup plus élevés parce que c'est des récits initiatiques où l'apprentissage va se faire à travers quand même le fait de sauver l'humanité. Alors que dans Twilight, il n'y a jamais eu d'enjeu au-delà de juste la simple vie de Bella. Tu vois, il n'y a même pas les enjeux politiques de Hunger Games, par exemple, où c'est vraiment juste son seul enjeu à elle et le fait qu'elle est amoureuse d'un mec, quoi. Oui, mais c'est tout le problème de la saga. Voilà, c'est ça. Mais du coup, les enjeux, au départ, étaient déjà aussi beaucoup plus faibles. L'humanité n'est jamais remise en cause. Ils auraient pu faire un truc, et ils auraient peut-être dû, mais par conséquent, ça ne me choque pas vraiment. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est juste qu'au niveau... Après, bon, justement, je ne devrais pas m'attendre à de la psychologie de la part de Twilight, en fait, c'est ça le problème. Non, mais après, c'est un genre que tu affectionnes particulièrement et t'aimes bien quand c'est... C'est vrai que ça s'inscrit pas vraiment dans ce genre, en vrai. Moi, Twilight, j'ai eu un espèce de... C'était un plaisir coupable, pour le coup, où il y a des trucs qui me satisfont, et c'est plus dans le genre romantique que dans le genre fantasy que ça me satisfait. Ouais. Et ça me satisfaisait au début et plus du tout vers la fin. À la fin, c'est juste ridicule. Je pense quand même que c'est une occasion manquée qui aurait pu avoir un peu de gris, justement, au niveau moral, dans la conclusion. C'est même pas le plot twist de la bataille, mais mettons qu'elle ne puisse plus voir Charlie, quoi. Ou même Jacob. Même Jacob, qui est son meilleur ami. Il y a du gris moralement. Marie, sa fille, est victime d'un loup-garou pédophile. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Voilà, c'est bon, hein. On a la dose, je pense, en gris, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a un seul mystère, une seule tension, qui a failli ne pas être résolue, et qui nous a tenus en haleine pendant tout le film. C'est qui est Booboo Stewart. On a vu son nom dans le générique, et ça nous a intrigués parce que Booboo Stewart, quoi. C'est un nom incroyable. Boubou. Booboo Stewart. C'est qui Booboo Stewart? Et heureusement, à la fin, pendant le générique, on a enfin vu, parce qu'en plus, dans le générique, il nous montre à chaque fois la photo de l'acteur avec le nom, ce qui est hyper pratique, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et donc, on a enfin pu résoudre le mystère de qui est Boubou. Il s'appelle Boubou. Mais déjà qu'il est beaucoup trop choupi, il s'appelle Boubou Stewart. Mais moi, du coup, je pensais que c'était quelqu'un de la famille de Kristen Stewart. Genre Booboo Stewart. Boubou, quoi. Non mais imagine, c'est incroyable. Ouais. Le mec, il est né pour être mignon, quoi. C'est clair. Et en fait, Boubou, attention, c'est Seth. C'est Seth, le petit loup-garou. Le personnage le plus mignon de l'histoire, quoi. Ouais. Il a vraiment la tête la plus mignonne de l'histoire. Anaïs a pensé que c'était le bichon maltais de Kristen Stewart. C'est ça. Qui fait un caméo. Parce que c'est vrai que c'est hyper rare comme nom, Stewart. Donc, non, mais ce qui est marrant, c'est que comme c'est quand même un personnage dont on avait parlé à chaque film et on l'adore, donc c'est marrant, on n'avait jamais remarqué le nom de l'acteur. Et là... Booboo Stewart. Voilà. Franchement, il faudrait lui décerner la palme du meilleur nom d'acteur. Bon, après la bataille...
tout est résolu donc. Et on finit à nouveau dans cette putain de clairière où ils se retrouvent à la fin de chaque film, où ils se regardent dans le blanc de l'œil. Et en fait, là, Bella enlève son bouclier parce qu'elle a appris à maîtriser son don. Elle désactive. Voilà, elle désactive son bouclier. Et en fait, c'était ce bouclier qui C'est empêchait... comme quand t'es au bout de 6 mois de couple. que tu pètes enfin. Que t'arrêtes de t'épiler. Mais donc, en fait, c'était ce bouclier qui empêchait Édouard de lire dans ses pensées. Et en l'enlevant volontairement, elle lui permet de voir tous les sentiments qu'elle a pour lui. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Et en fait, bon, j'ai lu les livres, donc je le sais, mais Édouard a toujours pensé qu'il l'aimait plus qu'elle ne l'aimait. En se basant sur les faits et ce qui s'est passé dans les films, on se demande comment il a pu penser ça. Oui, parce que nous, on a vu sa perspective à elle, on l'a vu fixer sa fenêtre pendant 8 saisons différentes, parce qu'elle était dépressive, parce qu'il l'avait larguée, donc on sait qu'elle l'aime vraiment beaucoup. Oui, voilà. Mais donc, le film se finit sur Édouard qui découvre enfin l'étendue des sentiments de Bella, et ça t'a beaucoup, beaucoup plu, Anaïs. J'ai honte. Il faut que je te fasse voir. Quoi? Oh. Oh. Je suis hyper heureuse pour eux. L'inversion des rôles, là, depuis le début. C'est clair. Tu sais tout de moi. Et personne au monde n'a jamais aimé comme je t'aime. À une exception près. J'ai des frissons. Il pouvait pas voir sa perspective, et là, elle enlève son bouclier pour qu'il le voit. Ah, c'est beau, j'ai vraiment des frissons. C'est ça. Oui. Peut-être que j'ai le Covid. Mais c'est juste parce que Marie sait très bien raconter les histoires et elle sait très bien expliquer. Non, mais c'est vrai. Et du coup, en le voyant à travers ta perspective, je trouvais ça beau. C'est ça qui t'a donné des frissons? Non, mais n'exagérons pas. Mais non, mais vous entendez quand même que tu m'as vraiment pris par la main. Tu m'as raconté tout ce qui était en train de se passer parce que moi, j'avais plus aucun souvenir. Mais non, mais je sais pas. Franchement, je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas pourquoi j'étais tellement touchée par ce truc. Je dois être un peu fébrile. Je sais pas. Écoute, je ne juge pas parce qu'on a entendu ma réaction face au premier film. C'est clair. Juste pour finir avec ce film, il y a une guest star dont on n'a pas parlé, et une guest star de taille. Ouais. C'est Wendell Pierce, qui est connu pour The Wire, qui était un des inspecteurs dans The Wire. Qui jouait Bunk dans The Wire, voilà. Et qui est un acolyte de David Simon, qui a aussi joué un des rôles principaux dans Trémé. Ouais. Il avait visiblement besoin d'argent, je sais pas, parce qu'il joue un petit rôle. Non, mais sinon, il était pote avec L'Oréal. Oui, ou sa fille est fan de Twilight, c'est sûrement comme ça. Et donc, il obtient un passeport pour Bella, donc on le voit pendant une scène, et ça nous a beaucoup fait plaisir. C'est Bunk! Oh. Ah putain, mais les guest stars dans ce film sont exceptionnels, quoi. Tu m'avais mis du CBD dans mon verre. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? J'ai été plus heureuse pendant ces 2 heures de visionnage que pendant tout 2020, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, justement, qu'est-ce que tu as pensé de cette saga, Anaïs? Bah écoute, je l'aime encore plus après l'avoir revu. Je pense qu'on peut clairement dire que le 2 était le moins bon de tous les films. Mais non, honnêtement, c'était marrant de la revoir comme ça, sobre déjà, sans faire des drinking games. Et ouais, vraiment, ça m'a fait apprécier encore plus la saga, et notamment les moments les plus ridicules, en fait, qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Est-ce que ça t'a donné envie de lire les livres? Non. T'as bien raison. Faut pas abuser. J'ai lu les livres Hunger Games que j'avais vraiment beaucoup appréciés. Ouais, c'est un autre niveau, hein, Hunger Games. Enfin, la saga, les films et les livres sont d'un tout autre niveau. Ouais. C'est même pas la même division, quoi. Ouais, complètement. Mais je pense que Twilight a essuyé les plâtres d'une certaine manière, en tout cas pour les films. Tu vois, Twilight a marché pour que Hunger Games puisse courir, et je trouve ça beau. Ouais, je pense au final que les comparaisons, et moi je l'ai fait moi-même aussi, les comparaisons entre Hunger Games et Twilight ont leurs limites. Et tu l'as souligné tout à l'heure, mais parce que c'est pas du tout les mêmes enjeux. Non, exactement. Les enjeux de Twilight sont beaucoup plus limités, quoi. Et elle ne vit que pour ses relations amoureuses, alors que Katniss, ses relations amoureuses sont très accessoires au final. Complètement. Est-ce que tu reverrais ces films une nouvelle fois? Je sais que oui. Bah oui, évidemment. Moi aussi. Mais alors là, 1000 fois. Pareil. Et je peux vous parier qu'on va les revoir ensemble plusieurs fois. Oui. Bon, en tout cas, tu as eu une très bonne conclusion sur toute l'intrigue de cette saga.
Putain, tout ça parce qu'elle trouvait juste un mec du lycée mignon, quoi. T'imagines ? Si tous mes crushs de lycée avaient eu ça comme conséquence, putain, mais je serais morte 98 fois. Je connaîtrais le monde entier. Non, mais c'est vrai quand même, tout ça est parti d'un crush. Ouais, d'un crush de lycée. Ouais, c'est assez pathétique. Bon, en tout cas, ça t'a fait réaliser des choses sur toi-même. Franchement, j'ai jamais autant eu envie d'être un vampire, là. Je veux juste une maison et qu'on me fasse couler un bain. Tu peux avoir sans être un vampire. Oui. C'est vrai que j'ai une baignoire. Et que je puisse taper dans des cailloux et ils se cassent. Et que Edouard me déshabille. Je suis fatiguée. C'est vrai que ce serait beaucoup plus simple. En fait, c'est un moment hyper romantique entre eux et on n'a pas précisé quand même que quand Bella se réveille après s'être cassé le dos et tout et après avoir été hyper maigre, elle devient vampire et tout de suite, elle a une méga robe bleue électrique, moulante, elle a des talons hauts, elle a une coupe de cheveux magnifique et on lui offre une maison pour vivre dedans avec Edouard, une maison magnifique, on dirait la maison de The Holiday mais en mieux. Donc ça oui, ça me donne envie d'être une vampire. En gros, t'es vampire, t'es hyper bien sapé, t'as une maison. Et t'as Edouard qui te fait couler un bain. Mais je signe direct. C'est vrai. Mais vraiment, appelez-moi. Hein. Appelez-moi les vampires. On passe à la meilleure réplique. Anaïs, quelle est ta réplique préférée de ce film ? Ma réplique préférée de ce film, c'est quand Bella est hyper énervée contre Jacob parce qu'il est amoureux de sa fille. Et il l'appelle Nessie, comme diminutif de Renesmee. Et elle lui dit... Tu as donné à ma fille le surnom du monstre du Loch Ness. Et je trouve que c'est une super réplique. Et toi, c'est quoi ta réplique préférée ? Moi, c'est quand les Irlandais disent « Oi, brot. Jean-Michel à peu près. Ok. Voilà. Et le moment le plus émo, je crois qu'on a le même parce qu'on en a parlé même pendant le film. Ouais, en fait, il y a un personnage dont on a très peu parlé, mais qui est vraiment génial. Il s'appelle Marcus, c'est un Volturi. C'est un peu le bras droit du chef des Volturi. Et il parle tout le temps comme ça, parce qu'il est vraiment usé par la vie. Et donc, il a l'air vraiment tout le temps au bout de sa life, mais vraiment, il a 0,3% d'énergie. Et donc, je m'identifie beaucoup à lui. Et pendant la bataille, c'était génial. Ce qui est génial, c'est que tout le monde est en train de mourir, c'est hyper tragique. Et lui, en fait, il voit deux mecs qui foncent vers lui pour le tuer, et il dit... Et il se laisse buter. C'est génial. Et donc, je trouve que c'est particulièrement émo d'accueillir la mort avec autant de soulagement et de grâce et d'apaisement que Marcus. Et d'ailleurs, qui est ton MVP ? Bah, c'est aussi Marcus, je suis obligée. On va entendre d'ailleurs nos réactions à cette scène. Ce mec est une légende. Lui, il est là, venez. C'est clair. Ah, trop drôle. Génial. Il attendait qu'une chose, c'est qu'on... C'est clair. Il est là, putain, prenez 16 ans, il est nul ce film. Et toi, c'est qui ton MVP ? Moi, mon MVP, c'est le rire de Michael Sheen qu'il a dû pratiquer à la maison, qu'il fait à un moment dans une scène sur le champ de bataille. On va l'entendre, en fait. C'est indescriptible. Voilà, je veux que ce soit ma nouvelle sonnerie de téléphone, ma nouvelle alarme du matin pour me réveiller. Aucun être humain, ni vampire, ni être sur Terre n'a jamais ri comme ça. Je sais pas comment il a eu l'idée, comment il a pensé à se rire, mais c'est génial. Et franchement, big up à Michael Sheen, qui est, je pense, le MVP de toute cette saga quand même, parce que le mec, il vient à chaque fois pour 2 scènes et demie et il s'éclate. Enfin, vous pouvez l'entendre, c'est génial. Oui, il a compris toute la portée camp de ses films, alors que c'est un très bon acteur, a décidé de se lancer la tête la première là-dedans. Quoi. C'est ça, tout le monde est à 1000, lui, il est à 4 milliards. Quoi. Exactement. Voilà, c'était le dernier épisode du hors-série Twilight. Et c'est le moment que vous attendiez avec impatience. C'est le moment de vous révéler sur quoi portera la prochaine saison d'Amis. Ouh. Après Friends, on revient pour redécouvrir une autre série culte des années 90, cette fois-ci dans un registre très différent. C'est une série qui s'appelle apparemment Twin Peaks. Et cette fois, on inverse les rôles puisque c'est moi qui connais la série par cœur, tandis que Marie ne l'a jamais vue. J'ai très très peur. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Et si vous avez envie de vous préparer pour cette nouvelle saison d'Amis cet été, sachez que Twin Peaks est disponible sur Canal+, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous n'avez pas encore vu la série.
Merci de nous avoir suivis tout au long de ce hors-série. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate Audio ou votre plateforme de podcast préférée. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et j'espère que je vais pas trop souffrir. Si. Amis est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Et une dernière fois pour la route, voici les extraits de notre visionnage. C'est ridicule, toilette, quand même. Hein. Oui. C'est un constat, là, que je fais. Là, je suis désolée, mais... Constipation centrale, quoi. Je donnerais ma vie pour lui, quoi. Mais vraiment, je l'aime trop. Tu racontes n'importe quoi. C'est vraiment le best de cette saga, quoi. For the first time in our history. It's gonna start raining men. Oh, je t'aime, Edouard. Je veux pas te quitter. Waouh. En fait, ce que je me dis, c'est qu'on aura toujours des choses à se dire parce que t'oublies tout. C'est clair.